Et bienvenue dans votre matinale préférée, le bonjour d'Algérie. Eh bien aujourd'hui c'est le mercredi, on est le 29 octobre 2025. Alors hier c'était le 28 octobre, une grande date, c'est la date de la restitution de la télévision et de la radio algérienne. Donc je souhaite à mon tour une bonne fête à tous les travailleurs de la télévision algérienne et la radio algérienne, bien sûr, ce sont nos collègues. Eh bien, au fil d'actualité en cette matinée, on va commencer par l'actualité de la semaine, le reboisement, la campagne de reboisement nationale. Eh bien, on verra cela avec notre invité. Et bien sûr, nous parlerons toujours de l'Octobre Rose, il est toujours d'actualité. Et à Oran, la DSP a fait une première pour l'Octobre Rose. C'est l'année de l'Octobre Rose, bien sûr, ils ont bien marqué le mois, mais maintenant c'est l'année, la sensibilisation ne s'arrête pas le 31 octobre. Et bien sûr, on aura à recevoir, et c'est un plaisir de le recevoir, un écrivain et pas des moindres, c'est Akram El-Kébir qui viendra nous présenter son nouvel ouvrage. Bien sûr, le MAMO, alors avec une exposition, avec des activités pédagogiques, on verra cela avec nos invités. Dernière ligne droite, avec un maître fromager. Vous allez le découvrir avec moi, alors vous allez être subjugué de ce qu'il prépare et de ce qu'il fait parce qu'il va venir avec une invitée. Vous allez comprendre pourquoi. Donc restez avec nous jusqu'à 9h30. Eh bien on est là pour un petit peu vous remémorer des souvenirs à travers des chansons, à travers des noms. La chanson oranaise à l'honneur en cette matinée. Bien sûr c'est l'anniversaire du décès du géant Ahmed Wahbi. Alors, il est décédé un 28 octobre 94. Oran a perdu un de ses enfants, un de ses lions, mais l'Algérie a perdu un grand artiste qu'il a toujours représenté, bien représenté. Il ne faut pas oublier que Ahmed Wahbi, c'est un grand artiste, c'est lui qui a créé d'une certaine façon en compagnie de d'autres artistes la chanson oranaise. Je vous laisse avec cette chanson et on se retrouve juste après. خلي الخبر في صدرنا والكلمة ثابتة نصبر احنا ما صبرنا والعشرة فلتة خلي الخبر في صدرنا والكلمة ثابتة نصبر احنا ما صبرنا والعشرة فلتة لو كان نعيد منوينا نحكي للناس ما خسرنا لو كان نعيد منوينا نحكي للناس ما خسرنا تبقى القلوب في غبينا والكيات ثابتة تنكب اللوم علينا والشيعة بايتة والشيعة بايتة والشيعة بايتة بايتة ناس العقال ما تخلي الغرام يضيع ديما بسيوفها تشالي في شتا وربيع ناس العقال ما تخلي الغرام يضيع
نسمة بسيوفها تشالي في شتاء وربيع أنا وانتي ما قدرنا في ضي النور ما بصرنا لحقنا للواد ما شربنا والمياه قلتها دقة في القلب شدتنا ودقة ساكتة خلي الخبر في صدرنا خلي الخبر في صدرنا والكلمة تابتة والكلمة تابتة والكلمة تابتة تابتة Une très belle interprétation par une très très belle voix. Alors cette voix, puisqu'on est à la veille du 1er novembre, il faut signaler aussi que Ahmed Wahbi, un grand artiste, mais aussi un grand maquisard. Il était d'ailleurs, il faisait partie des artistes qui ont milité pour justement ils ont fait la guerre de révolution et pour l'indépendance de l'Algérie, il faisait partie de l'équipe artistique du FLN. Donc, et comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, on va commencer par un sujet, le sujet de la semaine. On va dire l'événement de la semaine, c'est la campagne de reboisement, la campagne nationale de reboisement. Donc, on va voir cela avec une personne que vous connaissez tous d'ailleurs, mais aujourd'hui, il est venu avec la casquette du président de l'association du réseau éco-citoyenneté, c'est bien sûr Houari Yahyaoui. Bonjour. Merci Imen de m'avoir invité. Tout d'abord, je tiens à dire bonne fête à tous les travailleurs de la télévision algérienne et de la radio algérienne. Aussi, Allah yarham le défunt et la légende d'Oran Ahmed Wahbi. Oui, le maître du Rarbi. Le maître. Avec une voix magnifique. D'ailleurs, on le comparait toujours à la voix du grand. L'irremplaçable. Effectivement, oui. On comparait sa voix d'ailleurs à la voix de Abdelwahab. Oui. C'est une voix exquise, on va dire, hein, de toutes les façons. Et puis, il a modernisé et il a créé aux côtés de Blaoui Houari, le style orani, l'ouharani, qui perdure d'ailleurs à travers les années. D'ailleurs, tous les chanteurs, ils ont repris leurs chansons. Effectivement. Comme Khaled, comme beaucoup de chanteurs. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Alors, on commence par la campagne nationale de reboisement. Alors, c'est une campagne nationale. C'est une campagne quand même, c'est un plus pour notre pays, vu à travers les différentes saisons. Donc, des fois, on assiste à des feux, on assiste à des... on va dire à des catastrophes naturelles aussi. À des maladies aussi. À des maladies aussi. Donc, le reboisement, il éradique un petit peu et il contribue aussi à éradiquer ces maladies parce que quand même il y a toute la biodiversité, on va dire, qui change, l'écosystème aussi, qui change à travers les années. Donc parlez-nous un petit peu de l'opération de ce reboisement qui s'est passé ici même à Oran. Donc, je tiens à dire aussi que nous constatons un fruit d'un travail qui a été fait, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, concernant la plantation des arbres, concernant la sensibilisation, concernant la culture d'aimer les arbres et de planter les arbres et de savoir comment planter, les techniques et tout. Donc, il y a un bonhomme qui habite à l'est du pays qui a pris le flambeau et il a commencé à attirer les gens dans les réseaux sociaux par la façon de planter les arbres. Et donc ça a donné un résultat. Donc ça commence d'un seul être humain et ça se généralise partout. Et je pense que tout le monde a suivi. Et le plus important, c'est que quand il s'agit d'une complémentarité entre l'État et la société civile, c'est sûr qu'elle donne un très bon résultat.
Parlons maintenant de l'opération de la volontariat du samedi de 25 octobre, qui est la journée nationale de l'arbre. Vous avez vu que tout le monde a participé, tout le monde. Grand, petit, vieux. La police, la sûreté nationale, la gendarmerie, l'armée, tout le monde était rassemblé. Et ce qui donne, et ça fait plaisir. Bien sûr, c'est qui donne une solidarité de tout le monde pour le bien du pays, pour une Algérie verte. Et c'est très important. Donc, on a choisi plusieurs endroits. D'ailleurs, justement, j'allais vous poser la question, quels sont les sites qui ont été choisis pour le reboisement? Au premier lieu, il y avait 3 sites qui a choisi la conservation des forêts. Il y avait la forêt de Msila, la forêt d'Arzeu et aussi la forêt de Lusto. Lusto, elle a été touchée par une maladie qui s'appelle le scolite. C'est un insecte qui a touché tous les pins d'Alep. Donc il a détruit toute la forêt. Donc on était obligé de replanter cette forêt qui est très grande. Et il y a la forêt de Msila, puis ensuite il y a eu une initiative. Attendez, celle d'Arzeu, c'est la forêt des Lions? Et voilà, très bien. Très bien. Donc ensuite il y a eu une concurrence de la part des communes. La commune de Ayontok, la commune d'Oran, voilà. Donc, ils ont choisi des endroits et c'est très important de planter dans un tissu urbain. C'est très important. Parce qu'on manque beaucoup d'arbres, on voit que des promotions immobilières. Ouais, il faut avoir un équilibre, c'est sûr. Voilà. Donc, des espaces verts. Les espaces verts, leur entretien aussi, dont on va parler, parce que c'est très important c'est très important de planter. C'est très important de réaliser des espaces verts. Moi, j'aime bien planter des arbres parce que déjà, on est en relation directe avec la terre et puis on ressent un certain soulagement, un certain bienfait aussi. Je tiens à vous le dire, ce que j'ai pu... C'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. La forêt, quand vous allez à la forêt, psychiquement, ça vous déstresse, ça enlève le stress, ça enlève beaucoup de choses. Regardez quelque chose de vert, ça repose. Tout ça, c'est très important pour l'être humain. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre qu'il faut planter un nombre important d'arbres. Laissons le côté, l'arbre où il absorbe l'oxyde de carbone, il donne de l'oxygène, il donne des fruits, il donne de l'ombre et tout. Tout ça, c'est les bienfaits de l'arbre. Il y a aussi le côté psychique, le côté... Bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire qu'on a planté différents. Cette fois-ci, on a commencé à diversifier le choix des arbres. Parce que je parlais de la maladie du scolite, qu'elle a touché aussi la montagne des Lions, la forêt de Msila. Ah ben oui, parce que ça se transmet à travers l'air, d'ailleurs. Le mont de Morjajo aussi, il a été touché. Si vous descendez par le boulevard de Zabana, vous voyez que c'est devenu noir un petit peu. Justement, avant, c'était vert. Oui. D'ailleurs, on le voit d'ici. Voilà, donc il y a une urgence. Donc je lance un EHPAD, il y a une urgence de replanter ces endroits et de diversifier l'espèce ou l'essence de ces arbres. Alors, avant d'arriver et avant d'aborder justement quels sont les arbres qui ont été plantés, donc on va voir ensemble le sujet de Salim Houari, lecture Yasmine Amri. On se retrouve juste après. Pelle en main, un père et sa fille plantent un jeune arbre dans la cour de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran. À leur côté, citoyens, étudiants, enseignants et associations ont uni leurs efforts dans le cadre de cette vaste campagne de boisement. Une initiative qui vise à ancrer la culture écologique et à éteindre les espaces verts au sein du campus, tout en rappelant que la protection de l'environnement est une responsabilité partagée entre les générations. أنا بنتي اليوم فهمتها باللي غادي نديروا عملية تشجير. J'ai voulu faire comprendre à ma fille l'importance de l'arbre et de l'environnement et lui apprendre comment en prendre soin après la plantation. Je suis heureuse d'être ici avec mon père. Il m'a bien appris comment planter un arbre. Notre peuple est capable de planter bien plus qu'1 million d'arbres. Encadrés par la direction des forêts d'Oran et des volontaires environnementaux, les participants ont planté des centaines d'arbres
dans les espaces du campus. Cette action a joint plantation, sensibilisation et démonstration écologique, rappelant à tous l'importance de protéger la nature et d'enrichir le couvert végétal. Nous avons lancé aujourd'hui la campagne du million d'arbres et à Oran, nous prévoyons de planter près de 132 000 arbres avec la participation de toute la société. Il faut transmettre cette habitude aux jeunes pour qu'elle devienne une tradition et que l'Algérie reste toujours verte. Une initiative bénie, porteuse d'espoir et d'ombre pour une Algérie verte. À travers cette initiative, les participants ont rappelé que protéger la nature est une responsabilité collective. En plantant un arbre, chacun a posé un geste d'espoir pour un avenir plus vert. Un geste d'espoir pour un avenir plus vert. Alors, c'est ce qui s'est passé lors de la campagne de reboisement. D'ailleurs, Oran, en marge de cette campagne, a participé avec... On va savoir dans un petit moment combien d'arbres. Je n'ai pas envie d'annoncer des chiffres comme ça, mais Andy. Donc, voilà. Donc, quels sont les types d'arbres qui ont été plantés déjà? Alors, il y avait plusieurs espèces. Il y avait tout d'abord le caroubier, kharroub, très important de planter. C'est important d'ailleurs. C'est très bon d'ailleurs pour la santé, pour le la santé, caroubier. Oui, c'est très bon pour la santé. Il y avait aussi la farine de caroubier. Ouais, très bien, très bien. D'ailleurs, peut-être que vous vous rappelez quand on était jeunes, on enlevait le truc, on le en caroubier, mais il y en a ici à la station. Hein, moi, je vais vous mettre dans la confidence, chers amis téléspectateurs, parce que je me sens téléspectatrice en fait. Hein. Donc, juste là, au jardin de la station régionale d'Oran, donc on a des caroubiers. D'ailleurs. D'ailleurs, on prend des bâtons de caroubier et on commence à manger. Moi, quand j'arrive à la maison, j'en mange, hein, franchement, parce que c'est très, très bon pour la santé. D'ailleurs, hier, il y a eu aussi, on a planté des arbres là derrière. Donc, nous aussi, on a participé à ce reboisement. Ah bah oui. D'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose, Imen, du fait que vous m'avez parlé de manger tout ce qui est produit par ces arbres. Naturel, oui. J'aime bien moi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith تاعه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير إلا وكان له صدقة. Donc vous voyez un petit peu l'importance que donnait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'arbre. Bien sûr, parce que c'est quand vous savez, alors c'est vrai qu'on trouve des fruits de saison pendant toute l'année, mais moi j'aime bien manger les fruits de saison, c'est-à-dire et les légumes de saison. Alors ils ont un goût exquis quoi, et très naturel, plein de vitamines aussi. Donc revenons à notre sujet, là on a oublié carrément. Des plants qu'on a plantés. Donc je disais qu'il y avait le caroubier, ensuite il y a le pin d'Alep, il y a le cyprès. Il y a l'acacia, il y a l'eucalyptus. L'eucalyptus aussi, c'est très bon pour la santé aussi. Donc, c'est des arbres forestiers. Ceci pour les forêts. Pour les tissus urbains, ça change. On ne peut pas planter des... D'ailleurs, peut-être que vous remarquez, des fois, on tombe sur des problèmes quand on a planté l'eucalyptus. L'eucalyptus, il est très fort, il met des racines, donc comment dirais-je, il détruit le sol. Voilà, le sol, très bien, il détruit le sol. Donc maintenant, ça commence à changer. On évite de planter l'eucalyptus dans les villes, dans les tissus urbains. Donc dans les tissus urbains, on a planté les arbres, le ficus, on a planté le sterculia, plutôt l'antana, on a planté l'hibiscus, c'est des arbustes et c'est des arbres. On a planté le peuplier aussi. Et vous avez choisi des sites là où vous plantez certains arbres? Oui, bien sûr, ils ont été choisis. Même le terrain était préparé bien avant. On a fait les trous d'arbres et on les a préparés et tout. Combien d'arbres a été planté? Pour ce qui est, je pense, de la conservation des forêts, à peu près 12 000. Donc 8 000, je pense, à Lusto, 2 000 à la forêt de Msila et 2 000 à Arzew. Ils ont quel âge, les arbres? Il y en a des petits, il y en a des grands, voilà. Donc il est préférable, quand il s'agit de la forêt, il est préférable de planter des petits qu'on appelle fessila. Pourquoi?
pour que l'arbre s'adapte au sol. Quand il grandit, il s'adapte au sol. Donc, son environnement, il grandit dans son environnement. D'accord. Alors, c'est bien beau, d'ailleurs, quand on plante des arbres, 12 000, quand même, c'est vraiment colossal, on va dire. Mais pour la ville d'Oran, il en manque quand même. Mais il y a toujours un début à tout, en fait. Donc, et quand on parle de reboisement, c'est la biodiversité, c'est l'écosystème, c'est l'oxygène, l'oxygénation, etc. Mais quand on aborde ça, on voit les arbres et tout. Alors, est-ce qu'il y a un suivi? Très bien, pourtant. Bonne question. Ben oui, parce que... Oui, c'est une très bonne question et d'ailleurs, j'insiste sur ça. D'ailleurs, même nos opérations, autant que réseau éco-citoyenneté, ça a changé. Donc maintenant, on dit, si vous voulez, il y a des gens qui s'intéressent à planter des arbres. Quand tu vois comme ça, planter. On leur dit, vous voulez qu'on plante des arbres? On est d'accord, on vous aide, mais à une condition, que vous suivez ces arbres. Voilà. C'est pas difficile. Il suffit de les arroser et de faire l'élagage de ces arbres. Tout simplement. Tout simplement. Et dès que l'arbre grandit, c'est bon. Mais après, ça sera l'élagage. C'est la nature. C'est la nature qui fait son travail. Donc, c'est un point très important, ça, c'est pour le suivi. D'ailleurs, hier, on discutait avec les associations, avec les scouts, pour qu'on refasse une sortie dans tous les endroits où on a planté et de ramener avec nous les citernes d'eau. Bon, alhamdoulilah, il a plu juste après l'opération. Oui. Aujourd'hui aussi, il a plu. Aujourd'hui aussi. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un suivi de tout ce qu'on a fait, justement, que ce soit pour la forêt du Lusto, parce qu'on a eu cette expérience humaine lors des feux de forêt oui, effectivement. On a commencé du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Mais par la suite, quand on est reparti, parce qu'il y a des endroits isolés un petit peu, donc il faut un suivi. Et la conservation des forêts ne peut pas tout avec ces Bien sûr, il faut l'aide des associations. D'ailleurs, c'est d'où l'importance de ces associations qui œuvrent justement au respect de la nature. Il faut l'aide des associations, l'aide de tout le monde. Et pour les tissus urbains, il y a des citoyens qui habitent juste devant eux. Ça n'empêche pas que tu ramènes un bidon avec toi et tu arroses de l'arbre. Et c'est bien, d'ailleurs, c'est bien d'être en contact avec la nature. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie, Imen, merci. Vous voulez rajouter un truc? Non, non, je voulais dire que l'opération continue jusqu'au 21 mars. Très bien. Donc, nous avons plusieurs endroits où on doit planter des arbres aussi, que ce soit au tissu urbain ou bien normalement, il y aura un panel durant le festival du film arabe concernant... Ben, on y sera tous, d'ailleurs. Concernant l'environnement. Et Inch'Allah, qu'on est membre du panel, Inch'Allah, pour en discuter un petit peu de l'environnement. Vous voyez que ça donne maintenant de l'importance à toutes les festivités concernant l'environnement. Effectivement, surtout que déjà Oran verra la montée du rideau et puis on va dire les projecteurs vont s'allumer des cinémas à Oran avec la 13e édition du festival du film arabe qui revient en grande pompe avec des artistes, un programme bien achalandé et puis la télévision algérienne sera présente pour vous transmettre toute cette ambiance festive du festival. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose un sujet sur l'Octobre Rose et c'est à Sidi Mohamed Ben Ali et on se retrouve juste après. Ami Moussa a vibré au rythme de la solidarité grâce à la caravane organisée par le Croissant Rouge, la télévision algérienne, la société civile et la direction de la santé et de la population de la wilaya de Relizane qui a placé la santé des femmes au cœur des priorités locales. أخذ النساء لفحص عمل ماموغرافي بالإضافة إلى فحص عنق الرحم وكانت عندنا استجابة ما شاء الله كاع النساء توعات وكاع قدمنا لهم نصائح وكاع فهموا هذا الكشف مبكر. على المستوى هنا على المنطقة هنا على بالهم باللي كيديروا الماموغرافي سيغراف مجانا كي تجي عند طبيب هنا المعام يشك ولا يشوف حاجة يفحص المريضة نعطوه اوردونونس ويمشي هنا يديروا له ماموغرافي نورمال على مستوى على مدار السنه نورمال عادي. Ami Moussa, cette mobilisation a permis de briser les tabous autour des maladies et de renforcer la culture du dépistage. Les femmes à risque, surtout l'âge plus de 40 ans, les femmes qui présentent par exemple dans le terrain antécédents familiaux qui ont un cas similaire de cancer du sein,
orientation vers le péage de mix militaire et civil pour faire le dépistage. C'est facile et qui m'a orientation plus pour le choix le traitement. راهم كاين بزاف لي كا تاع اللي راهم يخرجوا لنا بوزيتيف لي زادينوكارسينوم لي ليزيون بريكونسيروز. الوغ حنايا نبعثوهم عند لي جينيكولوج باش يكملوا لي زيكزامان كومبليمونتير تاعهم. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقدم أو يضع بين مستخدميه 4 مراكز جهوية. مركز بولاية تلمسان وجيجل والأغواط وقسنطينة. L'éducation à la santé est la première ligne de défense. À travers cette caravane, les femmes ont appris à mieux connaître leur corps et à détecter les signaux d'alerte. Le dépistage précoce du cancer du sein, un moment de conscience, n'hésite pas, ta vie est précieuse. Ouais, et bien voilà, donc moi je commence toujours avec nos invités, surtout quand ce sont des invités qu'on a l'habitude de voir et de rencontrer et aussi d'inviter au Bonjour d'Algérie. Eh bien, l'Octobre Rose qui continue, la campagne de sensibilisation sur l'Octobre Rose, la sensibilisation aux femmes dans des endroits retirés. Donc la caravane s'est déplacée jusqu'à des endroits très lointains pour un petit peu sensibiliser ces femmes qui ne connaissent pas peut-être, qui ignorent la gravité de la maladie. Dès qu'elle s'installe, nous, on avait envie de sensibiliser, de dire aux femmes, allez-y, vous dépistez précocement, vous allez vraiment on va dire pas perdre du temps, au contraire vous allez gagner beaucoup déjà de votre santé. Donc pour parler de ce sujet qui est très important et toujours d'actualité, l'Octobre Rose bien sûr continue à Oran jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs c'est une première de la DSP. Alors on reçoit honneur aux dames Faiza Mokalan. Alors c'est la représentante de la DSP. D'ailleurs aujourd'hui on a deux personnes qu'on aime beaucoup à la station d'Oran. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va très bien. Et vous allez bien? Très bien. Et encore, je vous remercie encore une fois de donner cette opportunité de parler d'un sujet qui est très important. Merci à vous de l'avoir accepté, puisque vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous nous avez ramené un professeur éminent, un professeur connu à l'échelle internationale. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie et même sur d'autres plateaux en relation avec la santé. Bien sûr, c'est le professeur Mohamed Boubker. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Merci. Vous allez bien depuis le temps, hein? De me retrouver avec toi, c'est toujours un plaisir. Merci. Je voudrais par ton intermédiaire remercier votre directeur, M. Taha, qui nous donne cette opportunité, et M. le DSP Bentouaf, qui me donne aujourd'hui l'opportunité. Effectivement, qu'on salue. De donner qu'on salue, qui me donne l'opportunité. Et on leur dit à tous les deux bonjour. Voilà, particulier à travers le Bonjour d'Algérie. Donc, la campagne de sensibilisation qui continue, d'ailleurs, qui verra le mois officiel dans le monde, donc qui se finit, on va dire, le 31 octobre. Mais cette fois-ci, la DSP de la Wilaya d'Oran en a décidé autrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette on va dire, cette rupture que vous avez entrepris cette année pour continuer la sensibilisation pendant une année? Ça, c'est très important. Effectivement, on arrive vers la fin d'un mois. Voilà, un mois qui est un événement mondial dédié à la lutte contre le cancer du sein. Mais à Oran, c'est le début d'une nouvelle année rose 2025-2026 qui va donc étaler le dépistage d'un mois en une année. Très bien. Alors, d'un mois à une année, pourquoi? Alors, déjà, pour dire que le dépistage ne se limite pas à un mois, le cancer ne s'arrête pas uniquement après le mois d'octobre. Voilà, donc, et puis surtout pour inclure la culture de dépistage, c'est-à-dire que il faut savoir que les établissements de la Wilaya d'Oran et puis la santé en Algérie et en particulier à Oran
a pour objectif justement de lutter contre ce cancer et c'est une priorité, on va dire, de l'État algérien de lutter contre le cancer et cela se fait tout au long de l'année dans le cadre des programmes nationaux de dépistage du cancer du sein et du col précisément. Effectivement. Alors, professeur Boubker, quels sont les résultats concrets lors de ce mois de sensibilisation et notamment, on ne va pas se limiter, d'ailleurs, la DSP d'Oran ne va pas se limiter à uniquement un mois. Donc, ça va s'étaler jusqu'à une année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, alors, momentanément, pendant quelques secondes, je vais prendre ma casquette politique en souhaitant la bienvenue au nouveau élu, M. Houchen, et souhaitant une bonne continuation à M. Chibani qui part sur Guelma. Effectivement. Je voudrais par intermédiaire aussi saluer le ministre de l'Intérieur qui arrive là, M. Sayoud, ancien wali d'Oran, et qui va faire l'installation. Qui connaît très bien d'ailleurs la ville. Hein. Ils ont notre salut à partir de votre chaîne. Voilà, exactement. Voilà, c'est une première, je pense. Ouais. Revenons à tout ce qui est médecine. Voilà. Le cancer, c'est quoi? C'est une maladie. Vous savez, quand on annonce à quelqu'un, vous avez un cancer, c'est le désespoir, c'est la dépression. Alors que non. C'est terrible, c'est terrible. Non, alors qu'en principe, non. Il faut avoir quand même un brin de lueur, un brin d'espoir. C'est très difficile de l'avoir, oui. C'est très difficile, il faut se mettre à la place des gens. Oui. Moi, je suis là, et quand je dis à quelqu'un, vous avez un cancer, je vous assure que j'ai une souffrance, j'éprouve une souffrance terrible parce que je sais quel est son état. Et pas plus tard qu'hier, quand une jeune fille, on lui annonce que vous avez un cancer de la langue, et qu'on était obligé de couper toute une partie de la langue, faire un curage, et qu'elle va subir de la chimiothérapie, de la radiothérapie, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, il ne faudrait pas dire octobre rose, novembre rose. C'est vrai, c'est un moyen de faire une pression sur un dépistage précoce qui pourrait donner un espoir. On voudrait matraquer. Un espoir à une vie. On aimerait bien matraquer la population. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est dire, nous devons faire du dépistage tout au long de l'année pour tout type de cancer. Et à ce moment-là, l'État algérien, fort de ses prérogatives, fort de sa politique de santé, il nous donne les moyens d'aller de l'avant. C'est ainsi que M. Bentouaf, que je salue à partir de là, parce que vraiment il fait des efforts considérables avec son équipe, aujourd'hui, sensibilisation de la masse, toute la masse de la population d'Oran, formation, surtout des équipes, sensibilisation au niveau de mobilisation plutôt de toutes les infrastructures, et ça veut dire hôpitaux généraux, hôpitaux universitaires, etc. Et puis déplacement par des caravanes mobiles dans des zones qui sont éparses, parce qu'on dit plus en nombre, comme elle m'a expliqué, dans des zones éparses. Oui. Ceci ne peut que donner des résultats qui sont positifs. Vous vous rendez compte, elle peut vous annoncer tout à l'heure les résultats. Parce qu'il y avait en 2024 plus de 635 nouveaux cas, et aujourd'hui, ils sont encore à d'autres nouveaux cas. Elle peut vous donner les résultats. Je les ai, hein, mais je préfère qu'elle vous donne elle-même les résultats, puisque eux, ils ont les statistiques voulues. Mais moi, en tant que médecin, je dis que c'est très bien, parce que quand on reçoit un malade qui, à son début, et pas plus tard qu'hier encore, au niveau de la consultation, et j'ai vu une patiente qui m'a salué de loin, que je n'ai pas reconnue, qui m'a dit, monsieur, vous m'avez opéré, ça fait 15 ans, d'un cancer du sein. Et elle se portait très bien. Vous voyez, c'est vraiment une lueur d'espoir extraordinaire contre le cancer. Dans quel état d'esprit arrivent les femmes quand elles sont confrontées à cette ablation? Écoutez, aujourd'hui, on enseigne d'abord, il faut que je vienne là-dessus. Aujourd'hui, on enseigne d'abord l'autopalpation aux femmes. Voilà. C'est très important. À se regarder dans un miroir, à se palper le hammam, à se palper chez elles, et d'une. Deuxièmement, on les sensibilise à faire des examens qui sont gratuits. La médecine est gratuite en Algérie. Effectivement, mammographie, c'est pas donné à tout le monde, hein. Échographie, et puis même, on va même leur enseigner, il y a des psychologues à qui le soutien psychologique. Voilà, des psychologues qui sont spécialisés dans ça. On leur enseigne, on leur apprend ce que c'est que l'allaitement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un dispositif intra-utérin, c'est la pilule, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut engendrer, c'est très important tout ça. À partir du moment où ces équipes-là, qui sont composées, les équipes sont pluridisciplinaires, gynécologues, oncologues, psychologues, médecins généralistes, infirmiers, etc. Tous ces gens-là ont été formés. Il y a des ateliers de pratique. Et donc, une fois qu'ils sont formés, eh bien, c'est très simple, on branche un lien ombilical entre la population qui a des risques de cancer, surtout dans un environnement qui est nocif par rapport à notre population, un environnement
pollution, un environnement nutritionnel. Surtout. Nutritionnel, vous avez vu l'obésité, le tabac, effectivement, tout ça, ça court les rues. Et, puis et donc, surtout le tabac passif. Hein. Les passifs, oui, les cancers du poumon. Les cancers du poumon, on en voit plein. Donc aujourd'hui, il y a des infrastructures sur Taouran, c'est un pôle de santé vers l'est, vous avez vu. Effectivement. Deuxièmement, il y a le personnel qu'il faut, que ce soit des médecins spécialisés ou que ce soit du personnel paramédical. Exactement. Troisièmement, il y a un budget qui est consacré de la santé, qui est consacré à la formation. Et quatrièmement, il y a un autre budget qui est assez lourd, qui est consacré uniquement au dépistage. Donc les malades sont quelque part protégés parce qu'on arrive à faire un diagnostic précoce par l'État, et donc on peut leur donner une lueur d'espoir, ils peuvent vivre. Et vous savez, il y a des gens qui sont guéris. Effectivement, à 100%. Guéris du cancer. À 100%. Alors, il n'y a pas de risque de récidive après une guérison à 100%. Écoutez, si vous avez utilisé des moyens thérapeutiques adéquats pour une tumeur qui est à son début, il y a une guérison. Effectivement. Maintenant, si on reçoit un malade qui est à un stade final, ça s'est passé encore hier, une personne évacuée de Relisane dans un état lamentable avec un ictère flamboyant qui est décédé dans les heures qui suivent. Parce que le diagnostic n'a pas été posé, ou parce qu'elle était loin. Vous savez, professeur Boubker, moi je pense que c'est l'esprit maintenant, l'esprit des endroits qui sont très retirés parce que ils vivent en communauté fermée, on va dire. Donc la femme a honte des fois de dire que j'ai mal au sein, par exemple droit ou gauche. Elle a honte d'aborder ce sujet. Donc il ne faudrait plus que ce sujet soit une honte pour la femme, justement. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Non, je vais vous le dire. Moi qui pensais. Non, je vais vous le dire. Non, parce qu'il y a des choses que peut-être que vous n'avez pas, vous n'avez pas pu discuter avec d'autres personnes, c'est tout. Hein. Loin de moi de dire. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télévision. La télévision, elle est partie partout. Elle est partout, dans les coins les plus reculés, vous avez la télévision. Et donc les gens, en voyant l'image, ils comprennent. Et automatiquement, des gens peuvent se palper. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. C'est quand le malade partait voir des malades qui saignaient, ils faisaient des métroragies, bien sûr, chez les femmes, ou bien des mélénas ou des rectoragies chez les hommes. Eh bien, on avait peur de faire un toucher vaginal ou un toucher rectal. Parce qu'on se disait, non, c'est honteux, on ne peut pas. Alors non, aujourd'hui, les gens n'ont plus honte, parce qu'ils savent que ce toucher rectal, qui pour lui semble honteux, il va lui sauver la vie. Il va lui sauver la vie parce qu'il va bénéficier d'un traitement thérapeutique qui est précoce. Effectivement. Et donc, on va éviter. Si c'est de la chirurgie tout simplement. Effectivement. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, bénéfice pour l'État. Et bénéfice surtout pour la personne. Des années pour la personne. Effectivement, il gagne en années il gagne en confort. Donc, il ne souffrira pas. Juste pour les statistiques, s'il vous plaît, pour cette année, parce que là, on me dit qu'il faudrait clore. Je voudrais juste rajouter ce qu'a dit professeur, c'est le rôle de la communication, c'est le rôle justement qu'a joué la télévision algérienne en ce sujet. On a remarqué cette année un afflux de plus en plus de femmes. Les femmes justement cassent ce tabou, on va dire, et se lancent vers les établissements de santé pour se faire dépister. Déjà, c'est un gain, je pense que c'est un gain d'information. Justement parce que la télévision algérienne s'est déplacée jusqu'à ces endroits retirés. D'ailleurs, on a rencontré des femmes qui ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait là-bas. D'ailleurs, ils voyaient les couleurs roses, etc. Mais elles ne comprenaient pas. D'ailleurs, on a été abordé par plusieurs femmes jeunes et moins jeune. Hein. Donc, et là, elle nous posait la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous êtes là? Et là, on commençait à lui expliquer, voilà, Alèche. Et là, il y avait, d'ailleurs, c'est une dame que je salue à travers notre émission, qui habite à Sidi Mohamed Ben Ali. D'ailleurs, elle était âgée, plus ou moins, et là, elle me dit, oh, merci beaucoup de vous être déplacée jusqu'ici. C'est la première fois où on voit ça à Sidi Mohamed Ben Ali. Et là, ça m'a un petit peu touchée quand même, parce que ce sont des endroits loin
déjà d'Oran à Sidi Mohamed est difficile d'accéder parce que la route, elle est un petit peu c'est-à-dire pleine de virages dangereux. Donc, on ne peut pas y aller tout le temps. Et comme cette année, d'ailleurs, la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, ça a été initié par le Croissant Rouge, en collaboration avec la DSP d'Oran, avec la télévision algérienne qui a été très présente cette année, avec la société civile, les associations, donc tous, moi je dirais, tous, main dans la main, on vaincra tout cela. C'est sûr, je terminerai par un mot si tu permets, Imen. Oui, allez-y, on finit. C'est ça qui est innovateur. Voilà. L'innovation, c'est dans des équipes pluridisciplinaires qui s'attaquent à un mal perforant pour sauver des vies humaines. Et c'est comme ça que vous avez des résultats qui sont très positifs. Merci, Imen. Effectivement. Merci à vous. D'ailleurs, on se reverra certainement pour le novembre bleu, la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Merci. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à la DSP. Merci à vous, professeur Bouker. C'est un honneur pour nous de vous recevoir à chaque fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Comme on est à la veille du 1er novembre, je vous présente et je vous offre cette chanson patriotique. Et on se retrouve juste après. Bravo. داري طافي روس الجبال موجدة مكاحل والرفالة موجدة مكاحل والرفالة العسكر عاسب لا جمال نصب المدافع والمينات نصب المدافع والمينات منصوبات عسل الجنود كي تشوفهم تصفر وتلاقي نهارك حل والناس جمود نهارك حل والناس جمود قاسوا حيوطها والقرمود عالبيبان وشتوك طلينا داوخ والأعمام وجدود داوخ والأعمام وجدود Une belle chanson interprétée par une belle voix qui nous remémore un petit peu notre histoire, notre guerre glorieuse, puisque nous sommes à la veille du 1er novembre. Donc, bonne fête à tout le peuple algérien. Pardon. Alors, Akram El Kébir, qui est là, qui nous a rejoint, qui n'est pas venu les mains vides, puisqu'il nous a ramené un ouvrage, d'ailleurs, un nouveau-né, on va dire, Glaçons tièdes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ah bah c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Parce que franchement, entre nous, hein, je ne veux, on va dire, offenser personne. J'aime bien votre style d'écriture, parce que ça m'est arrivé de lire quelques ouvrages, mais j'aime bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ah bah c'est très gentil. Oui. Alors, Glaçons tièdes. Un titre paradoxal.
Glaçon et tiède. Pourquoi avoir choisi ce titre et quelle en est justement quelle en est la symbolique? Oula. Franchement, c'est un titre qui ne veut absolument rien dire en fait. Comment ça? Sinon peut-être contenir un petit oxymore qui fera ricaner les amoureux du calembour. Moi-même, je suis un grand consommateur de calembour. Ouais. Et en fait, au départ, moi qui suis un grand fan de cinéma italien, chez les cinéastes italiens, bon, il y a les longs métrages qu'ils font certes, et puis parfois ils font des films collectifs, des films à sketch en fait. C'est-à-dire ils se mettent à plusieurs et chacun réalise un petit court métrage drôle. Et c'est ce qui m'avait, au départ, parce que moi je suis surtout un auteur romanesque qui écrit des romans, pas tellement des nouvelles, ou si peu, enfin il y a très longtemps. Et puis je me suis dit, j'ai un petit peu pensé un petit peu à ce cinéma italien et puis à ces films à sketch qu'ils font pour m'essayer, pas dans le cinéma d'accord, mais dans la littérature, à faire la même chose. Et le titre de départ, en fait, je devais faire référence à un film qui s'appelle Les Monstres de Dino Risi. Glaçon tiède, monstre. Voilà. S'il vous plaît, expliquez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Et puis il y a eu les monstres, il y a eu les nouveaux monstres. Au départ, le titre du film devait s'appeler Monstres DZ. Parce que les monstres, ça parlait des Italiens. Et puis moi, je voulais faire un truc à la sauce algérienne. Et puis finalement, je me suis dit non, c'est pas un très très joli titre. Et puis voilà, un beau jour, je sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça m'est venu. Glaçon tiède, c'est venu comme ça. Et puis je me suis dit, allez. Glaçon tiède. Comment se fait-il? Comment ça vous est venu traverser l'esprit, voilà. Comment se fait-il? Parce que franchement, moi je n'aurais jamais pensé à glaçon tiède parce que c'est paradoxal en fait. C'est paradoxal. Le glaçon il est glacé et puis tiède c'est tiède quoi. C'est vers la chaleur quoi. Oui, ça va. Donc on ne peut pas parler de glaçon qui est tiède. Impossible. C'est pas logique. Voilà. Vous avez cassé la logique vous. Ah il m'arrive souvent de le faire. Ouais. Voilà. Très bien. Alors quels sont les grands axes de votre quels sont les grands axes de thématique de l'ouvrage? Écoutez, il y a en tout 10 nouvelles. 10 nouvelles où, c'est-à-dire j'essaye de faire surtout travailler mon imagination là-dedans. C'est-à-dire il y a vraiment un travail justement de raconter une histoire, de créer des personnages et puis de tirer du néant des personnages et puis raconter une histoire qui ne sort de nulle part, tout en m'appuyant bien sûr sur parfois des aspects un petit peu sociologiques, parfois je fais des références à l'actualité, parfois je fais des références à la vraie vie, quoi. Mais en fait, il y a là-dedans surtout des histoires tirées de mon imagination et avec en prime un petit peu d'humour, c'est-à-dire j'essaye un petit peu de faire dans l'humour satirique, dans l'absurde, d'où d'ailleurs le titre, dans l'humour noir aussi, dans la loufoquerie. Donc, à travers votre réponse, d'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes resté dans votre style un petit peu décalé? Ou alors, vous avez changé un petit peu de style dans cet ouvrage? Parce que quand on lit, c'est-à-dire quand on voit le titre de l'ouvrage, Glaçon tiède, donc nous, on a dans notre tête, c'est un petit peu... Bon, vu que c'est un titre paradoxal, donc on se dit... Peut-être que c'est un roman qui tient bien une lignée. Mais là, d'après ce que vous êtes en train de me raconter, donc c'est un ouvrage qui aborde plusieurs thématiques en même temps. Oui, c'est très décalé en fait, vous avez raison. Donc vous êtes resté dans votre style? Oui. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que en fait, j'ai écrit un roman qui n'est d'ailleurs pas encore paru et qui s'appelle Au Royaume des Vieilles Lunes, où... quand même, c'est un roman d'un certain... c'est-à-dire, l'écriture n'est pas tout à fait la même. C'est un roman, disons, semi-sérieux, si on peut dire ça comme ça. Même s'il y a de l'humour, mais ça s'appuie beaucoup sur la sociologie, ça s'appuie beaucoup sur la vie réelle, sur l'actualité, etc. Et puis là,
Et puis ensuite, j'ai écrit ce recueil qui est au contraire très décalé, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'absurdité, avec beaucoup d'absurde plutôt. Donc oui, c'est-à-dire si on se réfère à ce que j'ai pu écrire par le passé, mais vraiment le passé plus ou moins lointain, l'époque où j'avais écrit N'achetez pas ce livre, c'est une grosse arnaque, etc. Je suis plutôt dans ce moule-là. D'accord. Alors, et comment avez-vous justement travaillé la temporalité du récit? Ah bah, vous savez, la temporalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mes écrits, dans tous mes écrits d'ailleurs. J'ai un rapport au temps qui est très présent dans mes écrits. J'aime bien situer mes histoires dans l'espace et dans le temps. Et puis dans ce recueil-là, tout dépend en fait, tout dépend des nouvelles. Il y en a qui sont... Justement, alors dans des recueils, généralement il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Il y a de meilleures nouvelles qui sont bien perçues, qui sont mal perçues aussi. Alors vous, où est-ce que vous classez Glaçons tièdes? Bah, vous savez... C'est-à-dire, en tout, il y a 10 nouvelles, mais au départ, j'avais plus de nouvelles que ça. Et il y en a quelques-unes qui, finalement, ont été enlevées par moi-même, parce que je ne les ai pas jugées assez, bien que le mot soit trop grand, mais je les ai pas jugées assez puissantes, quoi, ou assez drôles. Alors je les ai enlevées, pour ne garder finalement que les 10 qui m'ont paru les meilleurs. Est-ce que le style décalé, déjà, est mieux perçu par le public, votre public qui vous suit et qui achète vos ouvrages? Ah bah ça, franchement, je n'en ai aucune idée parce que... Mais vous avez certainement eu à rencontrer quand même vos lecteurs, on va dire, peut-être dans votre entourage, parce que des fois on achète un ouvrage et on ne connaît pas justement l'auteur physiquement, donc on ne vous reconnaît pas. Mais quand même, on retient le nom Akram El-Kébir parce que déjà, on connaît, on connaît Akram El-Kébir en tant que journaliste, en tant qu'écrivain maintenant. Donc, on a découvert votre style d'écriture qui est décalé. D'ailleurs, il a toujours été décalé dans vos précédents ouvrages aussi. Donc, apparemment, sur cet ouvrage aussi, donc vous avez gardé ce style. Donc, à votre avis? Bah écoutez, décalé, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est-à-dire, oui, c'est un petit peu ma marque de fabrique, ce qui est vrai. Voilà. Mais par exemple, si on prend Les Fleuves Impassibles, c'est pas un roman si décalé que ça. Et donc, mais c'est toujours que l'ouvrage en question, que l'ouvrage soit décalé ou moins décalé, il y a quand même toujours un certain style qui est là et qui est le mien. Et je pense que celles et ceux qui me lisent peuvent me reconnaître à travers ce style. Et ça, quel que soit le ton que j'adopte dans mes écrits, un ton comme ici, très décalé, encore qu'il y a à boire et à manger, hein, c'est-à-dire parfois il est décalé, parfois il est satirique, parfois, c'est-à-dire il y a un petit peu de tout. Mais ça reste toujours dans l'absurde, toujours dans l'absurde, toujours dans l'humour en fait. Et puis parfois, comme dans Les Fleuves Impassibles, c'était quand même très, très politique, même on peut le dire. C'était beaucoup moins décalé, mais il y avait quand même quelque part quelque chose qui faisait que... Qui décalait. Voilà, les lecteurs pouvaient me reconnaître. Très bien, alors juste une toute dernière question, par un oui ou par un non. Sera-t-il présenté aussi là cette année? Bien sûr. Oui. Voilà, oui. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre ouvrage que vous avez commencé? Oui. J'ai l'information. Hein. J'ai l'information. Il est déjà prêt, d'ailleurs, Au Royaume des Vieilles Lunes. Bon, le seul problème, c'est que c'est un livre quand même, c'est un roman fleuve. Il y a plus de 500 pages. Et ça, c'est un petit peu pas évident de le publier comme ça. Et puis, il y a un autre qui est en cours d'écriture. Sortira-t-il Ah bah j'espère le plus tôt possible, peut-être pour le SILA l'année prochaine. Ah, très bien. Moi, j'avais l'information en fait. J'ai entourloupé. C'était pas par vous, hein. Très bien. Alors, donc, on vous retrouvera aussi là cette année avec Glaçons tièdes. Dès demain. Ah, dès demain. Ah, ben, déjà, hein.
Eh oui. Voilà, alors nous, demain, à Oran, on va vivre sous le rythme des projecteurs pour la 13e édition du Festival du film arabe. Eh bien, il va commencer demain par une ouverture en apothéose et on verra cela à travers notre couverture. Donc, vous allez être informés, ne vous en faites surtout pas. Mais nous, on aura l'occasion de vivre cette 13e édition. Merci beaucoup, Akram. C'est un plaisir. Alors, sujet de Souad Benateya, notre journaliste de la production, sur une soirée de musique andalouse. On se retrouve juste après. Oran s'habille d'élégance et de nostalgie. Dans la salle Maghreb, les premières notes s'élèvent comme un parfum d'histoire. C'est une rencontre entre deux rives, entre le passé et présent, où la musique andalouse vient célébrer la mémoire et l'émotion. اليوم عندنا حفل افتتاح السنة الدراسية الموسيقية لجمعية النهضة واللي كان عندنا الشرف باش نستقبلوا جمعية من مدينة باريس اللي هي تأدي بالموسيقى الأندلسية لمدرسة تينوسان وجاوا لأول مرة يعني يخدموا يعني يقوموا بالسهرة في مدينة وهران أمام جمهور وهراني. هذه المرة الأولى اللي احنا هنا في مدينة وهران. والجوق الأندلسي للجمعية الأندلسية لمدينة باريس تأسست في 2010 هذه 15 عام وعندنا تواصل بيننا وبين الجمعيات الأندلسية هنا بالجزائر وهذه الفرصة لأول مرة هنا بوهران. أجواء رائعة جدا وهذه أول مرة نحن نتعاملوا مع هذه الجمعية. الجمهور كان رائع ويتبع معنا ويحب هذه الموسيقى. Sur scène, la troupe de musique andalouse Nahda fait vibrer les chœurs. Leurs voix pleines de grâce se mêlent aux cordes et aux percussions d'un ensemble venu tout droit de Paris. Chaque morceau est un pont tendu entre les générations, un hommage à cet art raffiné qui unit les peuples par la beauté du son. وهذا التراث عزيز علينا وغالي علينا ونقول باللي هاد الاجيال اللي راهم جايين الحمد لله راني نشوف باللي هاد الموسيقى بداو الوالدين تاع هاد ولاد الجزائر يدخلوهم في المدارس الجمعيات باش يزيدوا يحفظوه ويتعلموه باش ما يروحش ما يموتش. باش يعاودوا الناس يخرجوا ويهتموا بالفن ويسمعوا ويتمتعوا ويتولعوا ويتقاسروا وكاين اللي يتلاقاو بعضهم بعض. هاد الحفله تلاقي الناس وتلم الفاميليات راهم يتلموا. ان تري بون مومون انوبليابل والله ما ننساش ان مومون والله لا انوزون كيما قال لك داونا في عالم واحد اخر. سيتي فريمون اذا ثاني يكون عندك ان غو ميوزيكال باش تفهم باسكو سي فريمون تري كيما قال لك حاجه بروفوند حاجه عميقه بزاف. كانت سهرة جد راقية اللي تمتعنا فيها واللي تسمح لنا باش نحافظوا على تراثنا التقليدي الكلاسيكي الجزائري. وبهذه المناسبة نقول للجمهور والعائلات أن برامج ديوان الوطني للثقافة والإعلام متواصلة على مدار السنة سواء حفلات فنية أندلسية أو غيرها من الطبع الموسيقية. أيضا هناك عروض مسرحية للأطفال وأفلام سينما وغيرها من البرامج الثقافية الفنية. Sous les applaudissements, les regards s'illuminent. Oran, ville de lumière et d'harmonie, retrouve le souffle de son âme. Et dans l'écho des mandoles et des violons, c'est tout un héritage qui continue de vivre le temps d'une soirée éternelle. Merci à Souad Benateya qui nous a transmis d'ailleurs l'ambiance de cet héritage ancestral, la musique andalouse et lecture. Selim Skandar, merci à vous. Eh bien, comme je l'ai annoncé au début dans la rubrique culture en cette matinée, c'est le MAMO qui est mis à l'honneur puisque le MAMO a ouvert ses grandes portes pour poursuivre ses activités pédagogiques avec des ateliers créatifs destinés aux enfants
et aux jeunes. Et bien sûr, nous allons en parler avec deux invités, pas des moindres, puisque nous recevons sur le plateau de Bonjour d'Algérie en cette matinée M. Morad Boussaïd. Alors lui, il est directeur des études de l'école des Beaux-Arts d'Oran. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Vous allez bien? Très bien. Bien réveillé? Bien, matinal. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes arrivé, vous êtes venu avec M. Zakaria Tirs. Alors, lui, c'est l'organisateur de l'événement et bien sûr, formateur. Ça va? Ça va bien. Bonjour à vous et aux téléspectateurs. Merci d'être là. Merci à vous. Également. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette initiative que vous avez pris afin d'intégrer, on va dire, et d'impliquer les enfants dans ces activités pédagogiques? Je prends l'initiative parce que c'est déjà, il y aura des ateliers avant. Dans le mois d'août pour les enfants. Mais les ateliers actuels maintenant et actuels, oui, c'est pour les adultes. Destiné aux grands, oui. Ah d'accord, moi je pensais que c'était la continuité. Non, et c'est gratuit. D'accord. Ah, c'est gratuit. Oui, pour les gens qui... C'est-à-dire quand vous dites que c'est les adultes, c'est-à-dire ces ateliers sont destinés à qui? Pour oui, bien sûr, autodidactes. Si on parle d'atelier, on parle de l'histoire d'atelier. C'est l'image de l'école. L'atelier, c'est l'école. On ne peut pas... L'école des Beaux-Arts. Ouais. On ne peut pas parler d'un atelier sans parler d'école, et on ne peut pas parler d'école sans l'atelier. Quand on dit... Ça va de pair, comme on dit. Dans toutes les disciplines, il y a une distinction des mesures, il y a des réservations, mais quand on parle des Beaux-Arts, c'est l'atelier. Même au niveau de l'histoire, la période des Quattrocento à la Renaissance italienne, c'était l'atelier, c'était le maître et le disciple. Dans ce cas, on motive ce genre d'atelier avec M. Tilis, dont il est le fruit de l'école des Beaux-Arts régionale d'Oran. Il a fait l'école des Beaux-Arts. Moi, je suis le fruit de l'école des Beaux-Arts d'Alger. J'ai fait l'école supérieure. De toute façon, c'est pareil. Bien sûr. Oui. Et je remercie mes enseignants. Si je suis là, c'est grâce à mes enseignants qui m'ont appris. Seulement que la formation plastique, plutôt, elle est très compliquée, très difficile. Dans quel sens compliqué et difficile? Oui, parce que l'étudiant, il est obligé de préparer deux thèses. Une théorique et la formation pratique. C'est que le parcours, il est un peu long, 4 ans. C'est pour se former dans une discipline plastique. Les gens, avec leur vision perspicace et leur vision pragmatique plutôt, ils cherchent un diplôme. C'est vrai que le ministère de la Culture, il forme des gens diplômés qui peuvent avoir des postes, mais en réalité, c'est un domaine de pratique. Donc, on a différentes spécialités. Il y a la gravure, il y a le dessin, il y a la communication visuelle, il y a par exemple la sculpture, la peinture, la miniature. Elle est éclectique et variée dans son genre. On ne peut pas avoir tout ce genre de spécialité en même temps. En une année. Impossible. Impossible. Impossible, c'est trop. C'est trop lourd. C'est trop lourd, justement. Dans ce cas, pour des gens une année, qui c'est trop lourd. C'est pas possible d'apprendre, on va dire, toutes les spécialités en même temps. C'est impossible. Donc, et vous êtes formateur dans quelle spécialité? Ça, c'est pour l'école des Beaux-Arts. Mais pour les ateliers, c'est différent. D'accord. Parce que l'école des Beaux-Arts, le début, c'est un tronc commun. Après, la 4e année, c'est une spécialité. Donc l'étudiant est obligé de faire le choix. Le choix. Et quels sont les critères pour rejoindre l'école des Beaux-Arts? Quels sont les critères d'inscription? Les critères, bon, il doit pas, au niveau de l'atelier, c'est libre. Oui. L'atelier, c'est libre. Oui, c'est libre, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'accord. Même moi. Si je viens, c'est bon. D'accord. Même au niveau de l'école des Beaux-Arts, on a réservé pour les candidats libres. On a les adultes, un atelier d'adultes dont il contient uniquement le dessin et la peinture. Et on a un atelier pour les enfants qui contient uniquement la peinture. C'est thérapeutique beaucoup plus pour les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au MAMO? Parce que là, il faudrait que je comprenne. Oui. Parce que là, je pense que je n'ai pas compris. C'est un atelier, on peut dire,
Comme début, un tronc commun. Bon, pour le début, c'est le dessin, crayon, étude. D'accord. L'étude de trait. Donc comme ça. Tac, Techniquement. tac, tac, tac. Techniquement, les bases de dessin. Oui. Parce que c'est difficile d'apprendre. Si vous permettez, oui. C'est beaucoup plus, c'est étudier l'observation, faire la différence. De quelle façon il faut observer l'objet. Il y a la nature morte, comme des objets pareils. Il y a le modèle vivant. Le modèle vivant, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des études anatomiques sur le corps humain. Il y a le modèle vivant féminin, masculin. Il y a le portrait. C'est d'autres études, caractère, ressemblance et expression. Ce n'est pas difficile pour une personne, par exemple, comme moi, je n'ai jamais dessiné. Jamais difficile. Donc, et là, je rejoins un petit peu l'atelier, et là, il faudrait que je dessine. C'est pas difficile pour moi pour prendre un crayon. Pour le début, oui, un peu. Pour le début, mais par amour. Il y a des gens qui ont découvert leur potentiel plastique à l'âge de 50 ans. Ouais. Et ils avaient ce don. Mais il était caché. Parce que l'école des beaux-arts, elles ne forment pas des artistes. C'est un carrefour, c'est une atmosphère pour que la personne trouve et elle va extérioriser son potentiel plastique avec des techniques qu'on fournit. C'est ça? D'accord. Donc, alors, attendez, ça, c'est pour les ateliers qu'on peut s'inscrire, même si on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas les critères d'accéder à l'école des beaux-arts. C'est un numéro. D'accord. Khalina, Khalina Mellage, ça y est, c'est bon, je l'ai laissé de côté. Mais j'aimerais bien connaître un petit peu les critères d'inscription à l'école des beaux-arts. Les critères. Quels en sont les critères? Concernant le ministère de la Culture, il a fait des conditions. Oui. Parce que c'est maintenant l'art plastique il est par exemple dans l'enseignement supérieur. Justement, voilà, parce que l'art plastique c'est pas facile. C'est une spécialité parce qu'on a des étudiants qui viennent d'un niveau supérieur, d'autres établissements, d'autres facultés. Et là, on a des problèmes parce qu'ils ont eu la formation uniquement théorique. Ils n'ont pas la formation pratique. Dans ce cas, ils terminent leurs études, ils viennent à l'école des beaux-arts pour équilibrer. Pour la pratique. Oui. Ah d'accord, donc à l'école des beaux-arts, c'est la pratique. Beaucoup plus. Mais on a le côté théorique. On a l'histoire de l'art. La philosophie. L'esthétique, la technologie matérielle. Quand vous dites esthétique, c'est? C'est le sens du beau. D'accord. Oui. Le beau et la laideur, c'est pour l'anatomie. L'anatomie, étude. Il y a des modules pratiques. Les muscles ou l'os. Il y a des modules théoriques. Parce que c'est important d'ailleurs, surtout quand on parle de portrait vivant d'ailleurs. Le portrait, tout le monde trouve le portrait c'est compliqué, c'est pas réussi, c'est pas. Mais au niveau de l'école des beaux-arts, c'est qu'on a des étudiants qui apprennent, parce qu'on n'oubliez pas que c'est à travers l'étude de plâtre, on a une grande réserve au niveau de l'école des beaux-arts concernant les plâtres qui viennent de Louvre. Et le dessin plâtre, c'est un peu compliqué. Donc, ce cas, l'apprentissage plastique et l'apprentissage concernant le dessin, il y a plusieurs formes de dessin. Il y a dessin de représentation, dessin de composition, dessin d'interprétation, dessin uniquement. Le portrait, c'est une spécialité. Le portrait, c'est une spécialité. Parce qu'il y a des conditions pour l'apprendre, mais il n'est pas compliqué. C'est comme toutes les disciplines. Alors, est-ce que vous laissez libre cours, on va dire, à l'esprit, on va dire, qui voyage, qui a un sens un petit peu voyageur? C'est au niveau de la 4e année. Mais en première année, il est obligé d'avoir un bagage plastique. Il est obligé de connaître l'histoire de l'art. Parce qu'au niveau de l'histoire de l'art, il va connaître les courants artistiques, les écoles d'art. Et ça va lui ouvrir l'esprit pour faire son choix. Oui. Quand il va étudier l'esthétique, le sens du beau. Là, il va savoir s'il est habilité à être artiste plasticien ou alors sculpteur ou alors... C'est ça? Non, c'est avant. J'ai compris ou pas? Non, j'ai pas compris. Avant. Il suffit le don. D'accord. Ah ben oui. Parce que pour être artiste, il faut être artiste dans l'âme. Déjà. C'est l'âme qu'elle soit belle. Oui. Voilà. Pour extérioriser quelque chose de beau. Exactement. Parce qu'après tout un programme, par exemple l'étude des couleurs, les différentes techniques, la chromatologie,
Il y a, par exemple, la peinture à l'huile. L'aquarelle, c'est totalement... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'ai eu des étudiants. Je suis chef d'atelier aussi. Et comme ça, j'ai des étudiants qui m'appellent. Ils me disent qu'est-ce que je dois. Parce que c'est un domaine de pratique. Quand il a un travail, une commande ou un truc comme ça, concernant. Parce qu'il y a le modelage, il y a par exemple le monument, il y a par exemple la peinture, une fresque à réaliser. Il m'appelle, il me dit ce pigment, c'est. Parce que. Et là, j'ai constaté que le temps de la formation plastique, il n'était pas suffisant. Malgré, on a des enseignants qui sont vraiment à la hauteur et qui font leur travail, mais à la fin, j'ai constaté que l'étudiant, il a toujours besoin, parce que le domaine plastique, c'est vaste. On ne peut pas le limiter comme d'autres disciplines. Parfois, moi, j'apprends à travers un élève, j'apprends à travers une expérience plastique que j'ai jamais vue. C'est un domaine très vaste. Dans ce cas, la durée, 4 ans, c'est insuffisant. C'est vraiment parce que plusieurs disciplines. Et quel est l'objectif justement de ces ateliers que vous avez créés au MAMO? Pour rapprocher, le début c'est pour rapprocher un peu l'idée d'art en général, d'art plastique. Oui. Et attirer les gens. Parce que c'est... Attirer les gens vers les ateliers ou alors attirer les gens pour l'école des beaux-arts? Pour l'école des beaux-arts et l'art plastique en général. Le musée, partout dans le monde, le musée et l'école des beaux-arts, ils ont un lien qui est fort. Un artiste, il a besoin d'un lieu pour exposer. Effectivement. Effectivement. Oui. Sinon, son art, il est limité, personne ne le voit. Dans ce cas, c'est la fenêtre pour mettre en valeur le produit plastique d'un étudiant ou d'un plasticien. Alors, juste une toute dernière question. Quel rôle peut jouer l'art actuellement? Discipliner le peuple. Tout couramment. Tout court. Tout court. Discipliner le peuple. Très bien. C'est-à-dire lui donner de bonnes, bonnes habitudes, une éducation, on va dire. Parce que, il peut éduquer un peuple. Bien sûr. Quand on a un enfant qui aime le beau, qui aime la couleur, qui aime tout ce qui commence avec la pâte à modeler à créer son propre objet, son propre monde, son jouet. Là, on est en train de former une génération plastique riche dans le savoir, riche dans le spirituel, riche au niveau de l'éducation. C'est ça, le capital. Cultiver un peuple, oui. Très bien. C'est ça le grand rôle de l'art. Très bien, donc une bonne adresse pour les adeptes de l'art, c'est l'école des beaux-arts de Oran. Donc les portes sont grandes ouvertes pour vous si vous avez un brin d'amour pour l'art ou alors... Soyez les bienvenus. Ah ben voilà, c'est par le directeur. La première séance c'est demain jeudi à 10h normalement. C'est où? Au niveau du MAMO. Du MAMO. Demain, à partir de 10h du matin. C'est une journée de rencontre. Ah d'accord, c'est une journée ouverte. Ouverte, oui. Jusqu'à quelle heure? Même pour les ateliers, c'est 2h, 3h maximum, une journée par une semaine. Très bien. Donc c'est à partir de 10h demain. Demain, on va accueillir Madame le ministre de la Culture. Elle va faire une visite au niveau de l'école, au niveau des musées. Et Madame le ministre, Madame Melika Bendouda, dont elle était déjà dans le domaine, elle donne une grande importance dans le côté plastique. Dans ce cas, c'est que cette période, elle est sécurisée avec... D'ailleurs, elle donne beaucoup d'importance à la culture en général. Oui, en général, de toutes les façons. Donc, et puis on la remercie. Donc, je vous souhaite une bonne continuation à vous. Et soyez puis, la bienvenue en Kaou. À l'école des Beaux-Arts. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que je viendrai pour visiter un petit peu cette école. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas partie à l'école des Beaux-Arts. J'en ai fait quand même des sujets dessus, mais il faudrait que je reprenne les bonnes vieilles habitudes. Très bien. Donc, merci à vous, messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, Bledi El Jazair par une très belle voix de Cheb Mami. On se retrouve juste après. بلادي هي الجزائر
عودة خضراء En fait, vous la chantez mieux que moi. هي الجزائر وعليها وراني حاير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سهل وفرقت انا قدرت عنه ونفك كيف سهل وفرقت. La médecine orthomoléculaire, voilà. Bon, rebonjour. D'ailleurs, il est 9h15 passé de 2 minutes, on va dire. Donc, c'est toujours le bonjour d'Algérie. Pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, alors je vous dis que vous avez raté quand même des plateaux. Hein. Mais là, c'est que vous êtes vers la fin, mais avec un plateau très achalandé d'ailleurs et très intéressant aussi, puisqu'on va parler de la médecine non plus, c'est pas orthomoléculaire en fait. On va parler de fromage, de fabrication de fromage, de fabrication de yaourt, mais aussi de l'alimentation. La bonne alimentation et l'alimentation anti-inflammatoire, je crois, aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc, eh bien, on reçoit Madame Docteur Faiza Moula. Bonjour, vous êtes venue avec la casquette de médecin généraliste, vous êtes nutritionniste aussi, vous êtes beaucoup plus vers la pédiatrie aussi, mais aujourd'hui c'est la nutrition au naturel en fait. Alors vous êtes accompagnée, d'ailleurs c'est toujours sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et ça fait quand même quelque temps que je suis en train de l'appeler et comme il n'est pas libre tout le temps, donc aujourd'hui on a eu la chance de le recevoir sur le plateau. C'est Monsieur Sofiane Hakeb. Alors lui, il est maître fromager. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci, ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, juste pour nous remémorer un petit peu votre histoire avec le fromage, donc comment a commencé votre belle histoire? Ma belle histoire d'amour, c'est venu comme ça. Parce que vous aimez le fromage? Non. Non? Non, en premier lieu, c'était pas comme ça. C'est venu comme ça. En fait, je suis tombé malade. Ils m'ont prescrit le lait de chèvre. Ah, d'accord. Oui. Je me rappelle. Là, j'ai forcé mes recherches et je suis tombé en... Que le lait de chèvre était meilleur. Bénéfique. Et du coup, je me suis avancé pour faire mes recherches pour le fromage, de chèvre surtout. Et de là, j'ai tracé mon chemin pour faire une formation de fromager. Je parle de ça il y a 7 ans. Très bien. La clé pour la fabrication d'un bon fromage? En premier lieu, la base, il faut aimer. L'amour. L'amour. Parce que je le considère comme une passion. Auparavant, je vais citer que je n'étais pas du tout dans le domaine. Et après, comme on dit, petit à petit, on trouve des recettes, des recherches et tout. Et je suis resté, mes premiers fromages, c'était avec des produits naturels. C'est pour ça que je suis resté là-dedans, parce que je recevais beaucoup de malades. Il y a pas mal de médecins qui m'envoyaient leurs patients et tout. C'est pour ça que je me suis basé
de servir beaucoup de malades. Voilà. Donc, votre fromage, il est beaucoup plus diététique qu'autre chose, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est très bon pour la santé. Alors là, je m'adresse à Dr Moula. Oui. Donc là, c'est que vous accompagnez Monsieur Sofiane. Donc, vous dans la nutrition aussi. Nous parler d'un produit aussi qui est très naturel, qui est très bénéfique pour la santé, qui est le kéfir. Le kéfir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Alors, avant, juste une parenthèse que je vais ouvrir, si vous permettez. Oui. Avant de parler du kéfir, Sofiane, il a parlé de lait qu'on lui a préconisé parce qu'il faisait un problème quand il était jeune. Mais en fait, ce problème, il se répond de plus en plus. On le voit dans notre pratique de plus en plus. Chose qu'on ne voyait pas avant. Ce problème, c'est ce qu'on appelle l'allergie aux protéines de lait de vache. La PLV, c'est des enfants qui naissent intolérants. Au bout de quelques temps, quand on leur donne le lait artificiel, ils deviennent intolérants aux protéines de lait de vache. Et je suppose que c'est bien ce que tu as fait quand tu étais jeune. Oui. Et à ces enfants-là, on préconise le lait de chèvre. Et le lait de chèvre, ça, là, c'est la preuve que le lait de chèvre est anti-inflammatoire parce qu'il ne contient pas de protéines de lait de vache qui sont inflammatoires. Et c'est à partir de là que c'est une preuve que l'alimentation peut être anti-inflammatoire. Sachant que tous nos organismes sont inflammés par l'alimentation qu'on prend. Et par notamment, la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation. Et les Algériens, particulièrement les Maghrébins, enfin c'est le monde entier, nous sommes en train d'aller vers la mauvaise alimentation, l'alimentation modifiée, et c'est ça qui crée en fait chez nous cette inflammation et qui est à la base de la plupart des maladies. Surtout qu'actuellement, Sofiane, on voit dans les étalages les préparations fromagères. Tout à fait. Alors, que pensez-vous? Alors, vous, en tant que professionnel, que fabricant de fromage naturel, on va dire, et vous, en tant que nutritionniste? Alors, le fromage... les préparations. Voilà, les préparations fromagères. Comment sont faits les fromages. Par exemple, les fromages de Sofiane, c'est des fromages, on peut dire, anti-inflammatoires, parce qu'ils contiennent justement ce kéfir dont vous venez de parler. Alors, qu'est-ce que le kéfir, en fait? Le kéfir, c'est un champignon. D'accord. C'est un champignon qui crée des probiotiques. Est-ce qu'il aide à la fermentation des fromages? Oui, à cueillir les fromages, exactement. Ah, ça veut dire c'est ce que vous vous choisissez, on va dire vous utilisez le kéfir comme ferment. Voilà. J'allais vous poser cette question. C'est pas tout le monde qui utilise le kéfir comme ferment. La plupart, ils utilisent un ferment industriel, n'est-ce pas, Sofiane? Ouais. Tout à fait. Et donc, lui, Sofiane, pourquoi est-ce que je me rapproche de lui? Parce qu'il utilise un kéfir naturel, enfin un améliorant naturel. Et moi, avant déjà, étant jeune, je l'avais quand j'étais au lycée déjà. Je lavais et je prenais l'eau du kéfir ou je prenais le lait de kéfir. Parce que c'est très très bon pour la santé d'ailleurs. C'est très bon pour la santé, c'est très riche en probiotiques, ça nourrit les intestins, ça nourrit les bactéries amies du corps, de l'organisme. Ouais. Et puis pas que ça, ça apporte son lot de vitamine B9, B12, son lot de K2. Il est gorgé de vitamines. Il est gorgé de vitamines. Donc on revient au fromage, Donc quels sont les fromages que vous fabriquez le plus? Quelles sont les variétés? Kéfir? Oui, en général. Moi je parle des fromages que vous fabriquez. Fromage frais, je fais des fromages frais, la pâte pressée. On va dire des fromages affinés, c'est-à-dire qui prennent du temps pour être mûris. Il faut le seul problème, il faut être présent parce qu'il y a beaucoup de bactéries. Une fois on met un fromage pour mûrir, c'est-à-dire qu'il soit valable pour le déguster il faut le suivre. Il y a beaucoup de bactéries qui se développent. Il y a certains fromages qui prennent du temps. Par exemple, il y a certains fromages qui prennent 3 mois, jusqu'à 6 mois, jusqu'à 1 année. Donc il faut vraiment un suivi pour les suivre. Voilà. Très accentué, on va dire, ce suivi. Donc, et vous faites, alors, est-ce que vous faites toutes les variétés de fromage? Ou alors, il y a quelques variétés que vous maîtrisez en Algérie?
Par exemple, si on parle de, comment il s'appelle, le fromage italien qu'on met dans le... Oh là là. La raclette? Non, non, non. Non, pas la mozzarella. La burrata. Non, l'autre. Ricotta. Non, l'autre. Celui qui est très très dur. Non, et qu'on met sur les pâtes. Parmesan. Le parmesan, voilà. Alors, le parmesan, est-ce que vous le fabriquez? En fait, le parmesan nécessite un suivi, franchement... C'est pour ça que je suis en train de vous poser la question. Et le parmesan, c'est-à-dire le temps idéal pour être prêt, c'est 2 ans. Donc, oui. Il met du temps. C'est long, il met du temps. Voilà, c'est long. Et je ne pense pas qu'il y en a un fromager, on a dit, qui le fait. Non, non, il n'y en a pas. Alors, et pour les yaourts, là, je vois que vous faites même les yaourts... à la framboise. À la framboise. Ben oui, on en trouve d'ailleurs tous les fruits à notre portée. Donc, c'est la raison pour laquelle que vous utilisez de bons fruits et qui nous donnent de bons produits. Merci, merci. Alors, et ça prend beaucoup de temps pour fabriquer du yaourt? Ça me prend 3 jours. 3 jours? Pour le préparer. En fait, je prépare un yaourt naturel. Oui. Après, je vais procéder pour l'égouttage. Oui. Et après, je vais incorporer ma recette. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Ça, c'est très bon pour la santé, je suppose, docteur. Tant que ça contient des ferments, c'est bon pour la santé. Et puis je voulais montrer, parce que beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'un kéfir. Effectivement, ils connaissent pas. On parle de kéfir, alors la meilleure des chances, c'est de montrer ce que c'est qu'un kéfir. Ça, on le trouve facilement ici en Algérie? Pas tant que ça, alors que c'est facile à cultiver. Il suffit juste de le mettre dans un peu de lait, de changer le lait régulièrement. Et on a son lait qui contient plus de lactose. Ah, voilà. Très bien. Voilà, pour les gens qui sont intolérants au lactose, par exemple, ils peuvent prendre le lait de kéfir. Et il y a même des jus de kéfir qui sont très pétillants, qui sont avec des petites bulles. Ça ressemble un petit peu à de la limonade, mais bon. Oui. Beaucoup plus bénéfique pour l'organisme. Ça apporte son lot, justement, de vitamines, de calcium, de probiotiques. Donc, vous adhérez aux produits de Sofiane, en fait. Mais comment ne pas adhérer aux produits de Sofiane? Surtout quand c'est naturel et c'est très bon. En plus de ça, c'est très très bon pour la santé. C'est pas nocif aussi. Exactement. Ça part du moindre truc naturel jusqu'à la préparation finale. Tout Surtout que toute la préparation du début jusqu'à la fin, c'est par amour. Hein. Ouais. Et puis on a des couleurs et on a des couleurs, on a des saveurs aussi. On a des saveurs. Donc là, c'est quelle saveur ces deux-là? Là, c'est des herbes naturelles. On trouve là en premier, par exemple, je le fais un fromage de chèvre aux échalotes séchées, avec aussi un herbe piquant et citronné. Ça doit être bon, ça, avec du citron. Je suis certaine que les herbes, vous les récoltez vous-même, parce que vous êtes dans une... Non. Non? En fait, non, il faut dire la vérité. J'achète mes herbes, mais chez quelqu'un que je le connais, confiance, voilà. Très bien. Un dernier mot, docteur? Oui. Donc, certainement, on va vous rappeler dans d'autres occasions, hein, au Bonjour d'Algérie. Oui, pourquoi pas. Oui. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est faites attention à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette. C'est très important. C'est ça qui va décider. La santé, c'est l'assiette. Oui, oui. Même la thérapeutique, c'est l'assiette. Très bien. La plupart des maladies chroniques, auto-immunes, etc., on ne peut pas traiter sans passer par l'alimentation. C'est pas vrai. C'est pas possible. Très bien. Sofiane, un dernier mot? Moi, personnellement, je vous demande de continuer à nous fabriquer de bons fromages. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière... D'ailleurs, je voulais juste parler de ça, mais rapidement, parce que là, on est à la fin de l'émission. Si je vous dis le fromage étrange, c'est casu marzu. Il est fabriqué par les larves de mouches vivantes. Que pensez-vous de ça? Je me suis déjà, je pense que j'ai eu même entendu parler de ça. Il est bénéfique, il a beaucoup de vitamines. Effectivement. Malgré que ça sent mauvais,
Mon Dieu, oui. Voilà. Et Mais on voit des insectes comme ça. Tout à fait bougeant et tout. Et il y a certains qui le prennent sans hésiter. Voilà, et voilà. Mais si je vous parlais de C'est fromage, excellent pour la santé. mais si je vous parlais d'un fromage plus excellent encore, Lequel? qui est le fromage de Chamel. La seule fois où c'est un Algérien, Effectivement, Rachid Ebersian, non, Rachid Ebersian, Atizi, c'est notre c'est ami. Atizi, qui a fait du fromage de chèvre. C'est fromage le fromage de Chamel. Chamel. C'est une première parce que le fromage de Chamel ne caille pas. Tout à fait. Oui, Le lait de effectivement. Chamel ne caille C'est pas. difficile, comment il a fait pour le fermenter? Ben, après des études. Ça y est, Pardon. c'est bon, on finit. Juste comment il a fait pour le fermenter? C'est avec des enzymes, avec des trucs extraordinaires et c'est une première, je pense, dans le monde. Hein. Eh ben Dans voilà. le monde, oui, voilà. Eh ben voilà, on le salue à travers notre Anti-inflammatoire, émission. très anti-inflammatoire. Merci Je vous beaucoup d'avoir remercie. accepté notre invitation. Merci Merci, Sofiane. Iman. À très bientôt, Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, un bon 1er novembre. On se donne rendez-vous le 1er novembre. Alors, ensemble, sur cette émission, puisqu'on a un fil rouge à Canal Algérie qui va commencer de 8h jusqu'au soir. Donc, merci de nous avoir accompagnés en cette matinée. Bon week-end. Ciao. هي الجزائر